Alors, chers collègues, il y a quelques semaines, des élections législatives ont lieu au Liban. C'était le 15 mai 2022 et force est de constater que peu de changements ont été observés dans les rapports de force politique au Liban. Les élus issus du mouvement de contestation civil nés ou citoyens nés le 17 octobre 2019 ont réussi à faire leur entrée au Parlement libanais avec 13 élus indépendants, mais le positionnement politique de ces nouveaux parlementaires qui ont été élus sur des listes différentes semble encore manquer d'unité et de coordination. Et donc les partis traditionnels se sont plus ou moins maintenus et il semble évident qu'aucune majorité claire ne se dessine. Le président du Parlement libanais en place depuis le début des années 90, Nabi Berri, a été reconduit à son poste avec une majorité de 65 voix sur 128. Et pour rappel, il s'agit des premières législatives depuis l'explosion dévastatrice au port de Beyrouth. C'était le 4 août 2020, explosion qui avait fait plus de 200 morts et ravagé des quartiers entiers de la capitale. Rappelons aussi que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la justice libanaise n'a toujours pas jugé les responsables de cette catastrophe et que d'ailleurs certains des prévenus faisant l'objet d'un mandat d'amener émis par le juge Tarek Bitar en charge de l'enquête ont été réélus dans la nouvelle Assemblée. Alors ces élections se sont tenues dans un contexte dans lequel le Liban est englué depuis 2019 dans une crise socio-économique qui est classée par la Banque mondiale comme la pire au monde depuis 1850, causée par des décennies de mauvaise gestion, de corruption et d'une mainmise, d'une caste politico-financière qui s'est enrichie sur le dos du peuple libanais et de ses déposants pendant des décennies. En effet, le Liban a fait de la corruption un système que d'ailleurs Emmanuel Macron ou encore le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, n'ont pas hésité à qualifier de Ponzi scheme à grande échelle. Et c'est ce mélange des genres et surtout ce mélange d'intérêts entre une partie de la classe politique libanaise et les milieux économico-financiers qui a provoqué la ruine de tout le pays et a jeté la majorité de la population dans la pauvreté. Cette confusion d'intérêts avait d'ailleurs été rappelée par le rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme, le professeur Olivier de Schutter, qui dans son récent rapport sur le Liban, récent et excellent rapport, indique que près de la moitié des actionnaires des banques libanaises sont des personnes politiquement exposées. Donc je répète, la moitié des actionnaires des banques libanaises sont des personnes politiquement exposées. En près de 2 ans, la monnaie nationale a perdu 90% de sa valeur sur le marché noir et le taux de change a presque triplé. Et près de 80% de la population vit désormais en dessous du seuil de pauvreté selon les Nations Unies. Alors les architectes de ce système de corruption, eux, ils sont toujours en place aujourd'hui, malgré la révolte du peuple libanais, malgré l'explosion du port de Beyrouth, malgré tout. Ce sont d'ailleurs ces mêmes architectes qui aujourd'hui négocient avec le FMI l'aide dont le Liban a tant besoin. Les architectes de ce système continuent de sévir parce qu'ils sont protégés par des gouvernements qui ont un intérêt politique à les protéger, mais qui dans d'autres lieux et en d'autres circonstances affichent pourtant leur ambition contre la corruption. Alors, les dernières semaines ont à nouveau été riches en rebondissements en ce qui concerne les enquêtes en cours en matière de criminalité financière visant certains hauts responsables libanais et concernés au premier chef le gouverneur de la Banque centrale du Liban, Riyad Salamé, comme souvent au centre de l'attention. Au Liban, ce gouverneur de la Banque centrale a été inculpé le 21 mars dernier pour enrichissement illicite. Ça, c'est au Liban. À l'étranger, Eurojust a annoncé le 28 mars que la France, l'Allemagne et le Luxembourg avaient saisi l'équivalent de 120 millions d'euros d'avoirs dans le cadre d'une enquête portant sur 5 individus suspectés d'avoir détourné des fonds publics au Liban. Et si l'Agence européenne de coopération judiciaire ne dévoile pas l'identité de ces 5 personnes, plusieurs titres de presse s'en sont chargés, suspectant principalement Riyad Salamé, donc gouverneur de la Banque centrale, et certains de ses
proche. Alors, pour ce qui est de notre pays maintenant, Eurojust communique sur le fait que figure parmi les biens confisqués un immeuble bruxellois, qui est à quelques minutes d'ici, 10 minutes d'ici, dans le quartier du Châtelain et de l'avenue Louise, un immeuble d'une valeur d'au moins 7 millions d'euros, dont l'achat aurait été financé grâce à des capitaux offshore. La Libre révélait dernièrement aussi qu'une enquête menée par la cellule de traitement des informations financières avait constaté, et je cite la Libre, des indices sérieux de blanchiment de capitaux provenant de la corruption et ou du détournement par une personne exerçant une fonction publique. Et donc, chers collègues, la lutte contre la corruption, comme la démocratie d'ailleurs, ne peut pas survivre à des logiques de double standard qui ruinent sa crédibilité. Et j'en veux également pour preuve que la juge d'instruction Rada Haoun, qui enquête sur le gouverneur de la Banque du Liban, a à nouveau été déféré devant le Conseil de discipline en vertu d'une décision de l'inspection judiciaire émise il y a 2 semaines, ce qui évidemment en dit long sur l'indépendance ou la non-indépendance de la justice dans ce pays. Alors, par ailleurs, le Liban ne se soumet pas non plus aux demandes de coopération judiciaire européenne. Plusieurs médias avaient rapporté les interventions judiciaires et politiques, dont notamment celle du Premier ministre actuel, Najib Mikati, pour stopper l'enquête du juge Jean Tanous dans le cadre de ces demandes d'entraide judiciaire européenne. Et donc, moi je suis convaincu que la lutte contre la corruption, et vous le serez aussi évidemment, chers collègues, je n'en doute pas, elle est un objectif absolue, elle a besoin de lois, elle a besoin de règles, elle a évidemment besoin aussi de sanctions, mais elle a surtout besoin de constance, de cohérence et de crédibilité. Elle a surtout besoin d'une justice totalement indépendante de toute interférence politique et qui soit capable évidemment de juger ceux qui ont causé ce désastre financier et économique que subit actuellement la population libanaise. Et je considère que c'est un enjeu, le Liban est un enjeu important parce que les risques de déflagration d'un effondrement de ce pays sur le reste de la région sont évidemment élevés. Et donc, depuis trop longtemps, vous le savez, le Liban est le terrain de jeu, le terrain de guerre des puissances régionales. Le Liban, c'est le Moyen-Orient en miniature, où les agendas régionaux se croisent et se percutent, parfois en faisant des étincelles et même en allumant des incendies. On se souvient de la longue guerre civile qu'a subie ce pays il y a quelques décennies, et c'est très clairement donc dans ce sens que je vous présente ce texte aujourd'hui, texte qui devra d'ailleurs faire l'objet au minimum d'amendements d'actualisation, et c'est également en ce sens que je souhaiterais, avec votre accord, chers collègues, avec votre accord, Madame la Présidente, que des auditions puissent être organisées afin de faire toute la clarté sur cette situation et d'envisager la manière dont notre pays pourrait être utile à la résolution des problèmes que rencontre et auxquels sont confrontées la population libanaise. Je vous remercie.